Retour sur le plateau de la semaine de l'écho, un plateau spécial depuis Davos, où s'est tenu cette semaine le Forum économique mondial. Un forum économique largement consacré à la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Il est aussi question des défis économiques post-Covid, notamment les ruptures de chaînes d'approvisionnement et les pénuries qui ont touché l'industrie mondiale. On va en parler avec vous, François-Philippe Champagne. Bonjour, merci d'être notre invité. Merci de m'avoir invité. Vous êtes le ministre canadien de l'Innovation et de l'Industrie. On va donc parler de tous ces défis auxquels fait face l'industrie au Canada et dans le monde. Mais avant cela, quelques mots bien sûr de l'Ukraine. Lundi, on a entendu le président ukrainien qui s'est adressé aux dirigeants politiques, économiques présents à Davos. Il les a appelés à l'aide, notamment financière. Quel soutien apporte aujourd'hui le Canada à l'Ukraine ? D'abord, c'était un cri du cœur. Hein? Il fallait être là pour le voir. C'était un cri du cœur des collègues. Moi, je suis content de voir qu'au Forum économique, vous savez, il y a eu une grande emphase, comme vous avez dit, sur la guerre en Ukraine, parce qu'elle a un impact sur tout, hein? Sur nos démocraties, sur les chaînes d'approvisionnement, sur l'inflation. Alors, c'était vraiment un thème centre. C'est sûr que nous, on a répondu avec le cœur, je vais dire, et la tête, parce que on est conscient que nos amis ukrainiens sont en train de se battre, en notre nom, un peu tous et toutes, pour la démocratie. Donc, on a déjà fourni une aide financière importante, près de 2 milliards de dollars canadiens. On a été parmi les premiers avec nos collègues européens à suivre, à mettre des sanctions, je dirais, les plus sévères depuis, je dirais même, durant le siècle ou de la Deuxième Guerre mondiale. Et on continue de voir parce que moi, je pense qu'on doit faire, c'est d'être à l'écoute. Vous savez, moi, j'ai rencontré plusieurs dirigeants ukrainiens. C'est d'être à l'écoute aussi au niveau du matériel militaire qu'on peut apporter, ce qu'on peut apporter au niveau des gens qui sont déplacés, qui voudraient s'établir dans des pays européens ou chez nous, voire... Justement, le Canada accueille-t-il déjà des réfugiés ukrainiens? Oui, la distance est grande. Est-ce que c'est déjà le cas? Oui, mais vous savez, la communauté ukrainienne au Canada, c'est près de 1,2, 1,5 million de personnes. Alors, on a déjà cette communauté-là très présente chez nous. On a ouvert nos portes, on a fait un pont aérien pour les accueillir chez nous. On a même lancé un portail moi que j'ai appelé un portail à l'industrie, pour voir comment on pouvait aider avec le logement, avec des denrées, avec du matériel. Alors, moi, je vous dirais que c'est tout le Canada qui est mobilisé pour voir, comme on le fait ici en Europe, pour voir comment on peut aider nos frères et nos sœurs ukrainiennes dans un moment où je pense que c'est une attaque contre la dignité, c'est une attaque contre la Charte des Nations unies, c'est une attaque contre une démocratie. On doit tout faire pour les aider. Vous avez justement tout fait. Vous avez évoqué les sanctions. Le Canada a mis en place récemment de nouvelles sanctions contre notamment le secteur du luxe. Expliquez-nous un peu qui est concerné par ces sanctions. Moi, je pense, la question que moi je me pose et mes collègues à chaque jour, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et je pense que c'est l'état d'esprit qu'on devrait tous avoir comme leaders politiques à travers le monde. Ce qu'on a fait, on a décidé de bannir, par exemple, l'importation des produits de luxe. On parle du diamant, on parle du caviar. Bon, chez nous, il faut voir qu'aux États-Unis, au Canada, déjà, le commerce avec la Russie était déjà assez limité. Alors, on regarde toujours ce qu'on peut faire de plus. Vous savez, on a déjà aussi exclu les navires qui battaient pavillon russe, par exemple, de nos ports. Il y a eu un ensemble de mesures au niveau des restrictions qu'on a mis pour envoyer un signal clair que ce que Vladimir Poutine a fait, ça va contre l'ordre mondial. On doit tous réagir de façon très ferme et on va continuer d'explorer avec nos partenaires européens comment on peut faire plus. Et justement, le président ukrainien a appelé les pays à prendre davantage de sanctions contre la Russie. Les Européens ont promis de le faire. Est-ce que le Canada aussi se dirige vers davantage de sanctions économiques contre la Russie? Moi, je pense qu'on doit tout garder sur la table. Nos amis ukrainiens nous le disent. La guerre, c'est maintenant. Alors, il faut prendre toutes les mesures qu'on a encore. Vous savez, nous, on s'est porté aussi comme un prestataire de solutions. On sait que, par exemple, ici, on parle beaucoup de la sécurité énergétique de nos partenaires européens. On est en train de regarder aussi les chaînes d'approvisionnement, ce qu'on est capable de faire, les minéraux critiques. Alors, je pense qu'on doit tous et toutes continuer de regarder. C'est sûr que le Canada sera toujours aux premières loges pour voir comment on peut aider, influencer même, pour voir comment on peut ajouter sur la pression économique, diplomatique et, j'allais dire, politique sur la Russie. Justement, vous avez évoqué les difficultés d'approvisionnement, le rôle du Canada dans ces métaux critiques, ces métaux rares. Il joue un rôle important justement dans la transition énergétique que font de nombreux pays à travers le monde. Aujourd'hui, quel rôle veut jouer le Canada dans ce secteur en développement? Un fournisseur principal?
Un partenaire de choix, je dirais même, parce que vous savez, le Canada est le seul pays de l'Ouest où on trouve les matériaux critiques pour fabriquer les batteries. Donc, les voitures du futur, on parle avec la propulsion électrique. Alors, ce que je parle avec mes collègues, soit en France, soit de l'Union européenne, soit de nos partenaires allemands, avec les manufacturiers, c'est de voir comment on peut s'assurer à très long terme l'approvisionnement stratégique, c'est-à-dire comment le Canada peut jouer ce rôle-là. Hein? Moi, j'ai souvent dit, ça fait peu de sens aujourd'hui, dans un monde où on veut passer du véhicule électrique au véhicule vert, de faire, par exemple, d'exploitation minière en Afrique, de raffiner tout ça en Asie et de produire des batteries avec du charbon. Le Canada a l'avantage d'avoir la proximité des ressources, la proximité des marchés, la proximité des usines d'assemblage et l'énergie renouvelable. Donc, ces extractions de métaux rares, elles se font de manière plus propre qu'ailleurs dans le monde. Comment c'est garanti? Oui. Parce qu'il y a toujours un risque climatique, environnemental lié à Tout à fait. ces extractions. Notre vision, vous l'avez dit, hein, vous l'avez bien saisi. Nous, la vision, c'est de la mine jusqu'au recyclage. On a même des mines qui sont complètement électriques maintenant au Canada. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'être capable, on a déjà commencé à produire de l'acier vert, de l'aluminium vert, on va faire des batteries vertes, éventuellement des semi-conducteurs verts, c'est-à-dire qu'on veut être le partenaire de choix de nos collègues européens dans verdir des chaînes d'approvisionnement. Hein? On s'en va vers des chaînes d'approvisionnement en faible émission de carbone, voire zéro émission de carbone. C'est vrai dans l'industrie automobile, c'est vrai dans l'industrie aérospatiale, c'est vrai dans bon nombre d'industries aussi connexes. Alors, c'est pour ça que nous, on se positionne comme un partenaire fiable, un partenaire de choix et un partenaire qui a les plus hauts standards, parce que je pense que c'est ça que les gens qui nous regardent, les consommateurs, les consommatrices aujourd'hui, ils s'attendent à plus. Vous exportez ces métaux rares, vous voulez les exporter encore plus vers l'Europe et ailleurs dans le monde, mais est-ce que aussi vous les exploitez localement, c'est-à-dire le fait que vous les ayez et que vous les exploitiez, est-ce qu'il y a un projet aussi de développer davantage l'industrie des batteries au Canada, de développer davantage les énergies renouvelables au Canada, ainsi de suite? Tout à fait. Non, mais vous avez vu, nous, d'abord, on s'est lancé sur l'exploitation, mais le raffinage. Mais là, vous avez vu ce qu'on a réussi à créer dans les dernières... Depuis, j'allais dire, quelques mois. On a vraiment créé un écosystème complet. Maintenant, on fait, par exemple, les cathodes, les anodes pour les batteries. On a notre première usine de batteries qui s'est installée chez nous. Tous les manufacturiers automobiles américains, japonais qui sont chez nous ont déjà moderniser leurs installations vers l'électrification. Et là, on est en discussion avec nos partenaires européens. Moi, je dis aux grands manufacturiers européens, bien, écoutez, emboîtez le pas, parce que je pense qu'on peut offrir cet avantage-là comparatif que les clients désirent, que les investisseurs veulent voir comme un partenaire stratégique, soit des manufacturiers allemands, des manufacturiers français. On l'a fait avec Stellantis, qui a aussi une présence très importante en Europe. Et on va continuer parce que moi, je pense que non seulement c'est à l'avantage des manufacturiers, mais ça correspond à un besoin environnemental, à un désir de société d'aller vers des produits qui sont plus respectueux de l'environnement, plus respectueux, par exemple, du droit du travail, plus respectueux des communautés aussi où on va exploiter ces minerais-là. Et je pense que le Canada, dans ça, se distingue. Vous savez, les valeurs, on veut transiger avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Moi, souvent, le Canada, c'est le pays le plus européen qui est à l'extérieur de l'Europe, mais on est déjà lié avec un accord de libre-échange. Donc, je dirais que dans ce sens-là, il y a beaucoup en commun entre nous. Vous avez évoqué le droit du travail. Parlons un peu du marché du travail. Est-ce que, comme ailleurs dans le monde, l'industrie au Canada est confrontée à des pénuries de main-d'œuvre, à des difficultés de recrutement et comment y faire face? Comment vous y faites face? Bien, le talent, c'est la ressource d'aujourd'hui et de demain, hein, parce que tout ce qui compte aujourd'hui, c'est ce qu'on a le talent. Moi, je vous donne un exemple très concret. Quand je parlais, par exemple, quand Moderna, du côté des vaccins, a décidé de venir au Canada, la première question que le PDG de la société, Stéphane Bassel, m'a dit, « Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a assez de talent pour être capable de soutenir la croissance? Est-ce que vous avez un écosystème qui va être capable de nous aider dans la recherche et développement? » Et éventuellement, on a parlé de comment on pouvait les accueillir au niveau des aides financières gouvernementales. Mais la première question, c'était autour du talent. Alors, vous avez tout à fait raison. Nous, ce qu'on fait, bon, d'abord, on a parlé de s'assurer qu'on a un marché du travail qui est dynamique. On a moins de 5 de chômage chez nous au Canada. Donc, c'est un appel à tous ceux qui rêveraient de venir s'établir du côté du Canada. On est à la recherche de talents à travers l'immigration, aussi développement de nouvelles compétences, hein, parce que on le voit avec l'électrification dans plusieurs domaines. Il y a des emplois qui sont en train de transiger. On voit aussi avec l'économie digitale, ça prend de nouvelles compétences.
on est clair qu'avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est le quantique, la cybersécurité, ça va avoir un impact. Alors, oui, on s'est lancé dans une mission, j'allais dire, talent qu'on va pouvoir former chez nous, mais aussi talent qui vient de l'étranger aussi. Oui, ben oui, on a eu beaucoup d'Européens, beaucoup de Français qui viennent chez nous. Et tant mieux parce que je pense que dans un monde comme celui-là, les gens cherchent souvent d'avoir un impact au niveau non seulement de leur travail, de l'environnement, mais de la société. Je pense que le Canada est une terre accueillante. Et dans ce contexte-là, pénurie de main-d'œuvre, il y a donc l'aspect immigration, il y a l'aspect améliorer les conditions de travail, et il y a l'aspect dont on parle un peu partout dans le monde de hausse des salaires. Est-ce qu'il faut encourager les hausses de salaires pour rendre les métiers plus attractifs et faire face à ces pénuries de main-d'œuvre? Bien, on l'a vu. Moi, je pense souvent à nos héros. Les héros qu'on a vus durant la dernière pandémie, c'était ceux, par exemple, ceux qui s'occupent de la petite enfance, ceux qui sont, par exemple, les infirmiers, les infirmières, ceux qui ont permis, par exemple, les enseignants, les enseignantes, qui ont permis à la société de continuer de fonctionner. On a vu, quand on n'a pas la base, comment la société se ralentit rapidement. Alors, d'abord, on a tous ces héros-là, moi, que je veux saluer parce que c'est eux qui nous ont permis de continuer. Et moi, je pense qu'on doit prendre des mesures comme gouvernement pour inciter plus de gens, par exemple, à aller sur le marché du travail. Nous, on a lancé un grand chantier, par exemple, sur la petite enfance, qu'on appelle les garderies, pour permettre à plus souvent de femmes de pouvoir s'intégrer sur le marché du travail. Ça, je pense que ça a été un pas majeur. Les gens ont vu ça comme un projet social. On peut même le voir sur un projet économique parce que c'est non seulement la chose intelligente à faire, mais c'est la bonne chose à faire pour s'assurer et ça permet plus d'inclusion, plus de diversité, plus de femmes sur le marché du travail. Je pense que c'est une mesure gagnante pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, François-Philippe Champagne, ministre canadien de l'Industrie et de l'Innovation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission de la semaine de l'Écho depuis Davos. L'info continue sur France 24.